Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Revive, un jeu de Christian Osby, Helge Messner, Anna Wermlund et Elif Svensson, qui est édité par Aporta Games en VO et qui arrivera chez Matago d'ici plus ou moins le mois de mai 2023. Alors, Revive est un nouveau jeu post-apocalyptique. On se trouve dans un désert gelé, les hommes se sont cachés sous terre pendant plein d'années et maintenant il commence à y avoir des zones qui sont à nouveau dégelées et on va pouvoir sortir pour aller retrouver un petit peu de vie, essayer de fouiller dans les zones qui ont été laissées inhabitées pendant plein de temps et pouvoir essayer de relancer la vie sur Terre. Donc, ça, c'est un petit peu le pitch. On a chacun un clan. On a un clan au niveau du jeu avec un jeu asymétrique. Donc, on a toujours des clans différents. On a possibilité d'avoir d'autres types de clans. Et chaque clan a une face jour et une face nuit. C'est-à-dire qu'on a des versions du clan plus ou moins simples selon qu'on est d'un côté ou de l'autre. Alors, au début du jeu, on vous propose de jouer plutôt face jour parce qu'il y a une campagne au niveau de Revive qui vous permet de découvrir petit à petit les autres clans et voir un petit peu les pouvoirs qu'ont chacun. Mais globalement, on peut très bien arriver avec directement des joueurs qui ont déjà joué un petit peu plus loin dans le jeu et commencer avec les faces B, on va dire les faces nuit, qui ont plus de différences dans chaque clan et certains ont des pouvoirs un petit peu plus spécifiques. Mais pour vous dire que le niveau de difficulté n'est pas très élevé et que donc on pourrait très bien commencer avec toutes les règles en une seule fois sans passer par les différentes étapes de la campagne qui n'apportent somme toute pas grand chose que quelques règles en plus. D'ailleurs, une partie des règles ici que je vais vous donner sont les règles un petit peu plus de campagne et pas les premières règles du jeu parce qu'en fait il n'y a pas de raison d'attendre si longtemps pour jouer avec. Alors de quoi se compose le jeu? On a un plateau central sur lequel on va évoluer, on va s'installer petit à petit sur le jeu. On a des artefacts qu'on va pouvoir récupérer ici sur le côté, une piste de points de victoire, une piste de repos au fur et à mesure qu'on va se reposer. Chaque joueur a donc son plateau avec son clan, avec des petites maisons et des grandes maisons qui sont donc à deux tailles différentes ici, qui seront à placer. On a des pions de population qu'on va pouvoir envoyer sur le jeu qui vont nous permettre de redécouvrir des choses en fait sur le monde et ici de libérer un arbre de connaissances au niveau de notre clan. On a des pouvoirs de clan qui vont se libérer ici, qui sont spécifiques à chacun. On a un plateau ici qui est le même pour chaque joueur où on va avoir des développements, ce qu'on va creuser un petit peu ici et qui vont nous permettre de faire tourner des machines grâce à un petit éclair. On a des emplacements de cartes au-dessus et en dessous parce qu'on a chacun un pool de 6 cartes, 3 cartes disponibles, 3 cartes sur le côté. Les ressources sont symbolisées par ces petits marqueurs ici qui vont nous permettre de définir nos ressources en tant que telles. Il y a 3 types de ressources, les engrenages, les livres et la nourriture et une ressource joker qui sont ici les gemmes. Sachant que la ressource joker nous permet, comme indiqué sur le côté, d'être utilisée pour n'importe quel autre type de ressources en cas de besoin. Quand on est arrivé tout au-dessus avec ces ressources, il n'y a pas de compensation, on ne gagne pas quelque chose d'autre si on en gagne encore, si on doit aller plus loin. Et au début du jeu, le premier joueur aura une ressource de la première colonne, le deuxième aura une de la première et de la deuxième, puis de la 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pour le quatrième joueur. Alors, au début du jeu, on va aussi devoir choisir parmi 2 cartes d'objectifs qui vont définir un petit peu notre avancée dans le jeu, ce qu'on va vouloir avoir. Donc, on va avoir des points de victoire selon ce qu'on va pouvoir récolter d'un type ou d'un autre. Que ce soit ici des fioles, des éclairs ou être adjacent à des endroits qui sont des lacs comme on trouve ici, qu'avoir des petites récompenses ici par paquet de 2, à nouveau des fioles ou des coffres tels que je les ai ici et ce sera un point de victoire par ce que j'ai récupéré qui va être comptabilisé, multiplié par le nombre d'artefacts que j'ai de ce type là, c'est-à-dire que ici j'ai un point de victoire par coffre que j'aurai qui est multiplié par le nombre d'artefacts de type gris que j'aurai. Les artefacts, il y en a ici, il en reste 3 là-bas. J'en ai un sur ma carte, donc j'ai au moins un point de victoire par coffre. Mais si j'arrive à aller récolter les autres, je peux avoir jusqu'à 4 points de victoire par coffre à la fin du jeu. Et ça, donc, je vais choisir avant de commencer à jouer. Tiens, je vais aller dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Ça me permet d'avoir une idée de mes objectifs et de ce que je dois récupérer comme artefact en premier en me disant, mais tiens, c'est ça que je compte avoir le plus, donc je vais essayer de récupérer le plus d'artefacts de ce type-là. J'en choisis une, la deuxième, elle part à la défausse. Ceci étant dit, qu'est-ce que je vais faire à mon tour de jeu? Mais comme indiqué sur votre petite carte d'aide de jeu ici, vous allez faire 2 actions parmi 5 possibles. Je peux faire 2 fois la même, je peux faire une seule action,
je les fais dans l'ordre que j'ai envie, il n'y a pas un ordre spécifique, simplement je vais pouvoir les faire 2 fois. Alors, le premier type d'action qui est possible de faire, c'est de jouer une carte. J'ai 3 cartes visibles dans ma main, j'en ai 3 au début qui sont dans ma défausse, et je vais pouvoir prendre une de mes cartes visibles et la jouer soit au-dessus, soit en dessous de mon plateau. Évidemment, quand je vais la jouer au-dessus, eh bien, je vais masquer le bas de la carte, autrement dit, je vais faire l'action qui est visible au-dessus. Quand je la mets en dessous, je vais masquer le haut de la carte et je vais faire l'action qui se trouve en dessous. C'est assez simple à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas la tourner dans un sens ou dans un autre. Il faut savoir qu'il y a un endroit supplémentaire ici qui me permettra de choisir le côté dans lequel je veux mettre ma carte. Mais cet endroit-ci n'est pas accessible, il doit être débloqué quand on enlèvera le petit bonhomme qui se trouve ici sur mon plateau de jeu. C'est là-bas que je pourrais avoir accès à cette zone-là. Si je prends ma carte, je la place ici au-dessus, hop là, j'affiche donc les 2 engrenages, et bien je vais gagner 2 engrenages, tout simplement. Il y a possibilité de gagner plus, parce qu'ici vous avez des petites encoches. Ces petites encoches, elles vont servir à aller mettre ces petites ressources ici. Et bien, si dans le cours de jeu, je vais récupérer ceci, que je n'ai pas encore joué ma carte par exemple, quand je vais la placer là, je vais toucher immédiatement la valeur de ma tuile, à savoir un engrenage. Là, uniquement parce que ici en dessous, j'ai un petit V qui se trouve au niveau du symbole. Et donc, en le plaçant ici, je gagnerai ce qui est indiqué sur ma tuile. Si j'en gagne un autre, par exemple ici, et que je le mets là, et bien là-bas, je ne gagnerai pas en le plaçant, il n'y a pas de symbole, c'est uniquement sur la première de chaque zone que je pourrai avoir immédiatement le gain. Quand je place ma carte ici, je vais pouvoir activer tous les symboles qui se trouvent ici de la même couleur que ma carte. C'est une carte plutôt grise, et donc je vais activer les 2 marqueurs qui se trouvent ici. Donc je vais avoir 2 engrenages, un 3e, plus un livre. Si j'avais par contre placer une carte jaune, je n'aurai activé que la tuile qui va avec ici le jaune. Autrement dit, j'aurais eu une nourriture, un livre et un engrenage. Je n'aurais pas eu le 2e livre parce que là c'est gris ou vert qui doit être activé. On active toujours tout du haut vers le bas, de la carte posée vers le bas. Si je le plaçais en bas et que j'avais aussi des marqueurs ici, je les activerais potentiellement de la même manière. C'est une carte verte. Je vais pouvoir avoir ceci et cela qui vont être réalisés. Donc, toujours en jouant ma carte, je vais faire les effets qui se trouvent éventuellement en dessous. Très simple, placer une carte au-dessus, en dessous, on verra les quelques effets, les quelques symboles de base. Après, vous verrez, dans le jeu, il n'y en a pas beaucoup d'autres en plus qui apparaissent. Jouer une carte d'un côté ou de l'autre. Ensuite, je peux aussi activer ce petit module-ci. Ça, on ne l'activera qu'une seule fois pour l'instant, vu qu'il va passer au rouge quand on va l'utiliser. Et il faudra faire une action de repos pour le remettre à nouveau disponible. En activant ceci, je vais aller copier la carte d'un autre joueur, donc pas moi, la carte qui se trouve au-dessus d'un de ces 2 emplacements ici. Donc refaire l'effet d'une carte telle que ceci. S'il y a des modules en plus ici derrière, ils ne sont pas activés. Juste l'effet de la carte. Cette carte est alors retirée et va aller à la défausse du joueur. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose de désagréable pour le joueur parce qu'en fait, ça va lui libérer un espace qui lui permettra de remettre une nouvelle carte ici et donc qui va récupérer plus rapidement cette carte-ci. Mais vous allez produire au final l'équivalent de ce qui avait indiqué sur le haut de la carte. On ne peut pas avec ceci activer le bas d'une carte d'un joueur pour l'enlever. C'est toujours une carte qui se trouve ici en haut. Alors les cartes qu'on va avoir ici, on ne peut pas les superposer, on ne peut pas en mettre plusieurs l'une derrière l'autre. Sauf si vous avez des cartes qui ont ce symbole-ci. Ce symbole-ci va me permettre de placer de nouvelles cartes l'une au-dessus de l'autre. Par exemple, ceci, si je le plaçais comme ça, j'aurais eu 2 engrenages, un livre. Puis après dans mon jeu, je peux jouer cette carte-ci. Elle a un symbole qui me permet de rajouter des cartes au-dessus. Et donc en la replaçant ici en plus, ce que j'aurais gagné, c'est d'avoir 1, 2, 3, 4 symboles d'engrenage plus un livre. Et si j'en avais d'autres, j'aurais pu continuer à les mettre l'une derrière l'autre et je commence toujours du haut vers le bas pour aller faire les actions. J'ai le même principe ici en bas. Je pourrais très bien venir mettre ceci comme cela.
et puis rejouer une carte ici. Alors attention, pour activer cette carte-ci, il faut qu'elle soit de la même couleur que la carte que je joue. Ça doit être une carte jaune si je veux réactiver le tout. Si je jouais une carte verte, ici, parce que je peux le mettre, je ferai cette action-ci, elle est verte, je ne ferai pas celle-ci, elle est jaune, et je ferai celle-ci parce qu'elle est verte. Donc, la notion de couleur est gardée aussi bien pour les modules que pour les cartes qu'on va mettre l'une derrière l'autre. Mais ça peut être très utile, effectivement, d'avoir des cartes qui vont s'enclencher une fois, deux fois, en les plaçant l'une derrière l'autre ainsi. Seulement des cartes comme ceci sont utilisables pour faire ça. Ici, que ce soit les modules ou que ce soit les cartes, au fur et à mesure qu'on va en prendre, on va en remettre pour le joueur suivant. Donc ça va tout le temps bouger au fur et à mesure que les joueurs en prendront. Et si jamais j'ai plusieurs cartes ici, mon action ici ne fournirait que la carte qui se trouve au-dessus, qui partirait alors dans ma défausse pour la personne qui le ferait. Donc on ne le fait pas chez soi, on le fait chez un autre joueur. Je le fais chez moi pour l'exemple du plateau, bien sûr. Voilà pour les cartes et le module. Donc on a déjà fait la partie haute des actions que vous pouvez faire. La partie basse va être tout ce qui est exploration sur le jeu. Alors, pour la partie basse, il y a une notion qui va être importante à définir, à savoir la notion de portée. Cette notion de portée, c'est jusqu'où je peux faire une construction. Logiquement, quand je vais faire une construction, quand je vais faire une action de la partie basse, que ce soit une exploration, donc révéler des tuiles ici, placer des maisons qui sont ici, ou placer des populations qui sont là, on la fera toujours adjacent à notre position. C'est-à-dire, au début du jeu, notre position, c'est dans le trou. On va pouvoir placer donc quelque chose d'adjacent au départ. À partir du moment où on est ici, on a au moins un symbole dans le jeu. Et ce symbole, ça pourrait être une maison, ça peut être un personnage. Donc que j'ai une maison ou un personnage dans le jeu, je vais devoir travailler à partir de ce que j'ai déjà en jeu. Le trou n'est plus quelque part où il y a quelqu'un, où je ne peux plus partir de là pour faire mes actions. C'est uniquement la première position, le premier développement que je vais mettre dans le jeu. C'est seulement là-bas que je vais partir du centre. Après, le centre n'est plus une option, je pourrais partir de là ou je pourrais partir de là. Et donc, quand je vais construire, quand je vais faire une action de découverte, une action de construction ou une action de développement, ce sera toujours à partir de mes pièces qui sont déjà en jeu. Et logiquement, adjacent, sauf si je paye pour avoir une plus grande portée. Et cette portée-là, ça va être payé avec de la nourriture. Donc, il faut que j'ai de la nourriture ou avoir des jokers pour savoir l'utiliser. Et je vais pouvoir payer une nourriture par case qui va être plus loin que le côté adjacent. Donc, si je suis ici et que je veux construire quelque chose là-bas, là-bas c'était gratuit, là-bas ça coûte 1, là-bas ça coûte 2. Donc, je vais pouvoir partir de là. Si j'étais parti de là-bas, là-bas c'était gratuit, là-bas ça coûte 1, là-bas ça coûte 2. Et là-bas, ça coûte 3. Donc, on va choisir de l'endroit duquel on veut partir pour faire notre construction. On va toujours prendre le plus proche de l'endroit où on veut travailler. Donc, ça, c'est la notion de portée et ce sera valable pour les trois actions qui se trouvent ici. Alors, les trois actions, on va un petit peu voir ce qu'il y en est. La première, je vais revenir à un mode de départ standardisé, à savoir comme ceci. Ça va être de peut-être placer une maison. Il y a deux types de maisons. Il y a les petites maisons et les grandes maisons. La différence, c'est le prix. Il y en a une qui coûte 3 et l'autre qui coûte 5, mais elles auront un effet double ici et un effet simple là-bas. Alors, admettons que je construis une maison, je pars du centre, je peux le mettre ici adjacent, et si j'ai de quoi payer en nourriture, par exemple comme ceci, je pourrais aller la mettre plus loin. Eh bien, je vais peut-être la mettre jusqu'ici. Je dois donc payer une nourriture parce que je vais un cran plus loin que adjacent. Alors, première remarque, où est-ce que je peux construire des maisons? Je peux construire uniquement des maisons sur les zones qui sont un petit peu désertiques, savanes ainsi. Donc, je ne peux pas les construire là-bas où il y a des lacs, pas là-bas où il y a des forêts, ni des montagnes, ni même des plaines. Donc, je vais les construire ici. Quand je les construis là, je vais gagner en fait ce qui se trouve autour, qui n'est pas des zones de construction. Autrement dit, la montagne, le lac et la forêt. Eh bien, vous voyez, petites flèches, ce sont des avancées. Ce sont les avancées qui vont me permettre de bouger ici mon marqueur, qui va me faire bouger. Donc ici, j'ai deux avancées, grise, une, deux. J'ai une avancée verte, une verte. En avançant, je passe à côté de zones, de cavités, on va dire, que je vais pouvoir libérer au fur et à mesure que je les trouve. Donc, je vais libérer une cavité ici, une cavité là-bas. Ces deux marqueurs-ci, ils vont aller ici, qui va me permettre d'avoir des points de victoire, le premier point visible à la fin du jeu.
et potentiellement de récupérer des éclairs, de récupérer des têtes d'artefacts au fur et à mesure que je vais placer mes petits marqueurs, que je vais libérer des choses, et j'en ai ici et j'en ai là-bas. Là, j'ai libéré deux machines qui vont me permettre d'être activées dans mon jeu. Donc je pourrais très bien, en action libre, ou quand j'en ai besoin, ou quand je fais une action spécifique, utiliser un éclair, le mettre ici et faire tourner ma machine. Là, j'ai une machine qui me dit que je peux transformer n'importe quelle ressource en joker. Là, j'ai une machine qui me dit que je peux retirer une des cartes que j'aurais jouées sur le côté et la mettre dans ma défausse pour libérer un espace, pour pouvoir rejouer sur la zone parce que j'ai peut-être beaucoup de ressources à aller récupérer. Et ici, par exemple, sur la jaune, la première, elle me dit que je gagne une portée de 1. Donc, si je faisais ceci, eh bien, je pourrais gagner une portée. Donc, ça remplace, somme toute, une nourriture quand j'active cette machine-ci. Alors, certaines cases de mon développement ici nécessitent que les deux couleurs aient passé la zone. Par exemple, ici, vous voyez, un accès par le vert, un accès par le gris. Eh bien, pour pouvoir libérer ceci, il faudrait que mon gris et mon vert soient au moins passés cette zone-ci. Donc, quand les deux seront passés, je libérerai cet espace-ci. Tant que ce n'est pas le cas, si seulement le vert passe là-bas, eh bien, il ne se passe rien. Et j'ai ça avec des zones comme ceci ou des zones comme cela avec un artefact que je vais pouvoir récupérer. Alors, il y a des zones avec un trou et il y a des zones qui sont directement avec un symbole, une information qui se trouve dessus. Eh bien, quand il y a un trou et que je libère ceci, par exemple, si j'avance encore de 1 ici, je libérais une zone trou, eh bien, ça me permettrait de choisir la machine que je veux y placer. Et j'ai plusieurs machines ici qui sont présentes. Par exemple, ici, j'ai une machine qui a un symbole de petite fiole. Vous vous souvenez, les petites fioles? J'avais des objectifs avec un besoin d'avoir des fioles pour gagner des points de victoire. Eh bien, ce sont des symboles qu'on va retrouver sur certaines machines. Ce sont des symboles qu'on va retrouver parfois sur certaines cartes. Et donc, je vais pouvoir le placer. C'est un espace gris. Je prends donc une machine grise. Elle existe en plusieurs exemplaires à chaque fois. Et je la place. Ça me permettra aussi éventuellement de l'activer ici. Et je remettrai une nouvelle machine grise disponible là-bas pour un autre joueur ou pour moi-même plus tard, vu qu'il y a plusieurs emplacements de chaque couleur. Il y en a deux de chaque couleur disponibles. Ici, si jamais j'arrivais tout au bout, ça me permettrait d'avoir 2 points de victoire par carte que j'ai acheté d'une certaine couleur, donc que ce soit des grises, donc pas les cartes de base, seulement celles que j'ai achetées. J'aurai 2 points de victoire à la fin du jeu. Et si je dois continuer à avancer alors que je suis au max, à chaque fois je gagnerai une ressource de la même couleur, autrement dit, en gris, ce serait des engrenages, en vert, ce serait des livres, et en jaune, ce serait de la nourriture. Donc, c'est indiqué ici à côté. Si jamais je continue d'avancer et que je suis au max, j'aurai tout le temps le même bonus. Voilà, ça c'est pour mon petit plateau de développement, ainsi on l'a vu aussi. Revenons à mon plateau. On a vu les 3 symboles d'avancée, il reste le lac. Alors le lac, c'est un effet, un bonus, ici ça va être de prendre une tuile comme ceci, un module, que j'ai une seule fois pour moi joueur quand je suis placé. C'est-à-dire que si plus tard je refaisais une nouvelle maison, par exemple ne serait-ce qu'ici, je gagnerais encore ceci, que j'avais déjà eu une fois avec cette maison-là, ça c'est pas un problème. Mais par contre le lac, je ne l'ai qu'une seule fois. Je ne l'aurai que pour la première maison qui sera placée. Si j'en mets plusieurs autour du lac, ils ne compteront pas plusieurs fois. Donc ça c'est un petit peu spécifique et il ne faut pas l'oublier à ce niveau-là. Autre chose de spécifique, ce sont mes grandes maisons. Mes grandes maisons, si je place une grande maison ici, là-bas ça me coûterait une nourriture, pas 0. C'est pas adjacent au centre, j'ai déjà une construction, je ne peux plus compter le centre pour compter ma portée, donc ça me coûterait une nourriture pour le mettre ici, et ça me coûterait 5 engrenages. La différence, c'est que la maison grande par rapport à la petite, c'est qu'elle fait double avancée. Autrement dit, j'avancerai 2 fois dans le vert et 2 fois dans le jaune. 2 fois dans le jaune, clac, je libère ce marqueur-ci, 2 fois dans le vert, 1, 2, je libère ce marqueur-là. En libérant ce marqueur, si je récupérais un éclair, donc une machine de plus qui pourrait tourner facilement, en passant ici, je libère un espace vert, par exemple, hop, ici, avec 2 petites fioles, et la possibilité, si je l'active, de jouer une carte en haut, mais tête en bas, parce que cette action-ci me permet de retourner la carte que je jouerai. Voilà, c'est le type d'action qu'on va retrouver dans le jeu. Donc, la petite et la grande maison, ça va être le fait de doubler les choses. Mais si je mettais une grande maison en premier ici, je n'aurais pas 2 fois le lac.
Le lac, c'est quand même une seule fois, que ce soit une petite ou une grande maison. Ça ne change rien au niveau de mon développement. Alors, ceci, c'est un autre symbole. Ça, c'est une ville. La ville, c'est un endroit sur lequel je vais envoyer mes populations. Je vais découvrir des choses dans la ville. Je vais envoyer mes populations en ville et je vais pouvoir les envoyer là-bas, tout au bout, pour avoir des points de victoire. Alors, une remarque, c'est qu'évidemment, je ne peux pas aller ici, même en payant plein de nourriture, tant que tout ça, ce n'est pas découvert. Et deuxième remarque, c'est qu'au niveau de mes constructions, quand quelqu'un a utilisé une case, une tuile, un autre joueur ne peut pas aller aussi construire une maison. Ce qui n'est pas vrai pour les villes. Pour les villes, quand j'ai été envoyé un personnage quelque part ici, un autre joueur pourrait très bien aussi aller chercher et envoyer un personnage dans cette ville-là. La différence, c'est qu'il y aura un coût supplémentaire. Alors, pour moi, pour placer le premier dans une ville, ce qui est valable aussi pour les zones ici extérieures, qu'est-ce que ça me coûte? Eh bien, ça me coûte 2 livres. Donc, placer, libérer un bonhomme, ça me coûte 2 livres. S'il y avait déjà quelqu'un de présent quand moi je veux y aller, eh bien, c'est 2 livres plus 1 livre par personnage déjà présent sur la tuile. Donc ici, si je voulais me placer là, ça me coûterait 3 livres puisque le mauve est déjà présent sur place et que je veux aussi y aller. En payant ceci, en libérant mon bonhomme, eh bien, je vais avoir accès à un pouvoir, le premier pouvoir, il commence toujours du bas vers le haut en suivant des arbres de développement, qui va me permettre, selon le personnage, d'avoir un bonus pendant l'ensemble du jeu. Celui-ci permet d'utiliser des livres pour payer autre chose. Donc je peux payer tout en livres, je peux payer de la nourriture, je peux payer des engrenages. Pour peu que j'ai des livres, du coup je vais essayer de maximiser le nombre de livres que j'ai pour profiter au maximum de mon personnage. Une fois que ce bonhomme-ci a été placé, je ne pourrai pas envoyer une nouvelle population ici. Je pourrais en envoyer une là-bas. Eh bien, je pourrais choisir de mettre celle-ci, je pourrais choisir de mettre celle-là. Et donc, développer soit par ici, soit par là. Si je mettais par exemple celle-ci, ça me coûterait 3 livres, il n'y a personne d'autre, ça ne me coûterait donc que 3 livres pour le mettre, que je paierais donc ici. Et j'aurais la possibilité de ne pas compter les forêts quand je dois compter la portée. Autrement dit, si je devais aller ici, ce serait adjacent à cela. Les personnages, eux, ils ne récupèrent pas du tout ce qui se trouve autour. Donc, eux ne vont pas vous faire avancer. Ici, il n'y a que les maisons qui vous font avancer, pas plus qu'ils ne récupèrent ce qui est à côté au niveau d'un lac. Mais on peut compter à partir d'eux pour continuer à construire, continuer à faire des développements. Donc, ceci, pour une construction de maison, ce serait bien adjacent à une des pièces que j'ai déjà mises dans le jeu. La dernière action que l'on peut faire à son tour, ça va être d'explorer. Explorer toujours par rapport à l'adjacence. Donc ici, c'est bien adjacent à ceci. Là, c'est adjacent à cela. Celle-ci, il faudrait payer une nourriture pour y aller. Donc, quand je vais explorer, je vais pouvoir retourner des tuiles et aller voir ce qu'il y a derrière. Donc ici, le coût d'exploration, en plus de la portée, est indiqué sur la tuile. 2 nourritures, 2 livres. Ici, ce serait juste 2 nourritures. Donc le prix est indiqué. Il y a d'autres choses qui sont indiquées, à savoir les points de victoire que je vais toucher. Là, je vais toucher 4 points de victoire en le faisant. Le fait que je vais pouvoir aller récupérer une carte, c'est en faisant des explorations que vous allez récupérer des cartes. Il y a une petite carte notée ici, plus. Et puis, il y a une dernière information qui est présente sur la tuile, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir trouver dans mon exploration. Ici, je sais que je vais trouver un lac. Là, je sais que je vais trouver une ville. Là-bas, je sais qu'il n'y aura rien de spécifique. Donc, sur les tuiles, on ne sait pas vraiment comment elles sont disposées, mais par contre, je vais pouvoir avoir une idée de ce que je vais aller récupérer. Imaginons que je paye 2 nourritures, je paye une nourriture ici et un joker par exemple. Je vais pouvoir retourner cette tuile-ci, enfin retourner, voir ce qu'il y a dessus et décider de l'endroit où je la place, comme ceci ou comme cela. Si jamais comme ceci, je vais faire apparaître une montagne à côté de ma maison et donc je vais immédiatement toucher une avancée grise parce que j'ai une montagne à côté de ma maison. Tout simplement, je vais pouvoir ainsi choisir le positionnement. Peut-être qu'il y avait des intérêts à le mettre autrement, mais ça dépend de mon action. Je gagnais aussi un point de victoire et je gagnais aussi une carte que j'aurais pu aller chercher ici. Tiens, j'aurais pu très bien aller chercher celle-là si je le voulais. La carte arrive dans ma main. Je remets une carte pour le joueur suivant et donc je vais pouvoir continuer à avancer au niveau de ma main grâce à ceci.
Ça, ne l'oubliez pas parce que souvent on a tendance à payer, le retourner et puis on le met, merde, c'était combien déjà derrière, on le retourne pour aller voir le point et voir un petit peu ce qui se trouve. Donc faites-le avant de le retourner, ce sera toujours plus simple. Une chose d'importante à dire par rapport à ces découvertes, n'oubliez pas que quand vous faites une découverte, vous donnez en fait un avantage au joueur qui va être le premier à construire dessus. S'il y a un beau positionnement au niveau des tuiles, au niveau des cases qu'on va pouvoir récupérer, ben c'est le premier joueur qui ira, qui pourra aller construire, mettre dans une ville ou faire une maison avec beaucoup d'avancées au niveau de tout ceci. Donc, on essaye toujours, à son tour de jeu, tant que faire se peut, de faire dans le même coup une exploration et un placement de meeple. Si on vise des villes, on va faire des explorations dans des zones qu'on sait qu'il y aura absolument une ville comme ceci, donc c'est pas vraiment à l'aveugle. Si on veut juste aller mettre une maison pour progresser là-bas, bon, on va prendre quelque chose, qu'importe la zone, peut-être plus un lac pour avoir un bonus supplémentaire, en espérant que le positionnement sera très bon et pas trop loin pour vous. Mais donc on va essayer de faire les deux actions pour faire découverte et construction, découverte et population. Sinon, vous donnez un petit peu cette possibilité de construire en premier aux autres joueurs qui joueront derrière vous. Et bien voilà, on a fait ici toutes les actions possibles. Quand je joue, je peux faire deux actions à mon tour. L'autre option, c'est de ne pas faire ces deux actions-ci et de passer. Passer, ça me permet de récupérer en fait mes cartes, de faire tourner un petit peu mon jeu. Quand je vais passer, la première chose que je vais faire, je vais récupérer les cartes qui sont ici, qui sont en stase, et je vais les remettre dans mon jeu disponible. Les cartes qui me restaient ne sont pas perdues, ne sont pas défaussées. On va juste rajouter mes nouvelles cartes, ici en plus, dans mon jeu. Les cartes que j'avais placées tout autour, c'est la deuxième partie de l'action, elles vont aller dans ma défausse. Et donc, à ma prochaine pause, je vais pouvoir les récupérer. Tous les éclairs que j'aurai joués sur des zones vont pouvoir me revenir. Du coup, essayez avant d'arrêter, ou quand vous faites l'action d'arrêter, vu que éclair c'est une action libre, de peut-être user les derniers. Peut-être faire un changement d'une ressource en joker, ça sera toujours plus utile vu que vous pourrez le faire dans l'autre sens. Peut-être retirer une carte qui se trouvait sur le côté pour la remettre dans la défausse pour qu'elle revienne plus vite, parce qu'au final ainsi vous aurez plus de choix. Donc pensez à bien les utiliser. Et puis je vais remettre mon marqueur ici, et enfin je vais avancer mon marqueur d'arrêt ici. Quand je m'arrête là, je peux prendre donc un bonus ici qui serait une tuile comme ceci. Je prends ici un joker, je le mets là, du coup il s'active automatiquement. Hop, j'avance et j'en remets un nouveau visible. Quand je serai avancé là, j'aurai le choix entre prendre le bonus ici ou un bonus qui se trouve en bas. Quand je serai avancé ici, j'aurai le choix entre trois. Quand je serai avancé là-bas, je vais immédiatement enlever un des artefacts encore disponibles et je gagnerai un éclair. Et là-bas, c'est 2 points de victoire ou je fais un truc qui se trouve en dessous. Et donc, une fois que je suis au-dessus, logiquement, on est plus ou moins à la fin du jeu. Je pense qu'il est terminé pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous dire par rapport à tout ceci? Eh bien, les coffres que l'on pourrait gagner par ici, qu'on pourrait gagner par exemple par là, on va pouvoir les prendre. Ce sont des zones qui ont des bonus à l'intérieur. On les prend, on les garde cachés et quand on en a besoin, on les révèle. On peut révéler plusieurs en une seule fois et on gagne immédiatement ce qui est indiqué là. Et donc, on va les collectionner à côté de soi parce qu'il peut y avoir des points de victoire par coffre que vous auriez à la fin du jeu. Comme c'est mon cas avec la carte que j'ai choisie ici de fin. On va pouvoir avoir ces coffres donc en avançant, en arrivant ici en cours de jeu. Si à la fin du jeu, quand on marque les derniers points de victoire, on passe sur des bonus, évidemment on ne les récupérera pas, ce sont uniquement des bonus de plein jeu. Si on construit comme ceci sur le côté du jeu, on va évidemment faire une avancée grise, on va faire une avancée verte, mais il y a un symbole qui est adjacent, qui est un symbole de gemme. Ceci va me permettre d'avoir évidemment une gemme de plus dans ma réserve. Donc ça peut être aussi des objectifs de fin de jeu. Dans les cartes qu'on trouve ici, on va pouvoir avoir des demandes de se placer à côté de ce type de choses. Il y a encore une chose à parler, c'est ceci, c'est le pouvoir de mon clan. C'est une action qu'on va faire quand on joue une carte et qu'on joue ici entre les deux, on choisit de faire l'action de l'étoile. Et bien l'action de l'étoile va me permettre de faire ceci, de libérer ça et de, pour ici, gagner 2 livres. Chacun a un pouvoir différent, mais ce que je vais libérer va me permettre d'aller ici et par exemple ici d'aller récupérer un artefact. Imaginons que je prenne l'artefact gris qui se trouve ici. Donc j'ai 2 livres, d'autres auront d'autres choses, ça dépend avec chaque clan un petit peu ce qu'il permettra de faire. Il y a des cartes qui vous permettent d'avoir des accès à des choses spécifiques comme ici
de faire une action de découverte avec une portée de 2. On va avoir des cartes qui me disent tiens, je gagne une nourriture par carte jaune que j'ai en jeu. Je vais avoir des cartes qui me disent tiens, en jouant cette carte-ci, partie haute, je peux tout de suite jouer une carte verte dans mon jeu. Je peux jouer tout de suite une carte grise d'ici vers mon jeu toujours. Ici, c'est aussi une réduction. Je fais une action de placer un meeple population dans une ville ou dans des zones d'objectif final et je paye un livre de moins pour le placer. Donc, globalement, vous retrouvez tous ces symboles-là dans le jeu, donc c'est pas vraiment très compliqué de s'y retrouver. On en arrive à la fin du jeu. Cette fin va être déclenchée quand quelqu'un va prendre le dernier artefact qui se trouve ici. En prenant le dernier artefact, il va aussi prendre 4 points de victoire et il va libérer les 2 points de victoire. Les autres joueurs vont pouvoir aussi jouer une dernière fois. S'ils doivent prendre des artefacts, comme il n'y en a plus, ils prendront 2 points de victoire à la place pour chaque artefact qu'ils devaient prendre. Et ensuite, on va arriver au fait de compter les points de victoire finaux. Les points de victoire, ça va être quoi? Ce sont d'abord les valeurs en points de victoire visibles sur mon avancée. Donc ici, 6 points de victoire, c'est là-bas le plus loin que je suis allé. Ça va être les points de victoire que j'ai récoltés ici, que ce soit ceci ou cela. Premier joueur, les autres joueurs. Je vais avoir des points de victoire par rapport au nombre de populations que j'ai libérées ici. 2 points de victoire par bonhomme de population que j'ai enlevé dans mon plateau de jeu. Si je suis arrivé tout au bout, comme je l'avais dit, j'aurai 2 points de victoire par carte d'une certaine couleur, pas les cartes de base que j'aurais pu collectionner. Par 5 ressources qu'il me resterait ici, c'est 1 point de victoire. Et enfin, je ferai les points de victoire selon mon objectif. Donc ici, par 2 modules que j'aurai 1, 2, 3, 4, ça fait donc 2 points de victoire par artefact mauve que j'ai. Si je n'en ai récupéré aucun, j'en ai au moins 1 ici, donc j'aurai 2 points de victoire. Si j'en ai récupéré 2 dans mon jeu, je vais avoir ici 2 points de victoire x 3, 6 points de victoire. Idem pour chaque zone, selon que j'ai ou pas. Ici j'ai un seul coffre et j'ai 2 artefacts, ça me fait donc 2 points de victoire pour ceci. Donc, il y a la carte et puis il y a les grands espaces ici tout au bout sur lesquels j'aurais envoyé des meeples. Alors évidemment, pour avoir accès, il aurait fallu découvrir au moins jusque-là, vu que je ne peux pas passer des zones qui n'ont pas été découvertes. Donc imaginons que j'ai un chemin au moins pour arriver ici, que j'ai réussi à envoyer un meeple. C'est comme une ville, donc le premier c'est le coût normal. S'il y a déjà des gens présents, vous payez un livre de plus par personne déjà présente. Auquel cas, j'aurai aussi 1 point de victoire par module, et donc 4 points de victoire si j'avais été placé un meeple dans cette voie-là pour aller jusqu'au bout et récupérer les points de victoire associés. En cas d'égalité, celui qui aura encore des ressources qui n'auraient pas été comptabilisées, autrement dit, c'était 5 ressources pour 1 point de victoire, mais si j'avais eu 6 ressources, j'aurais eu une ressource non comptabilisée, en comparaison de celui de mon adversaire. Si jamais c'était encore une égalité, celui qui a été le plus loin sur l'ensemble combiné en fait des 3 développements des machines ici, qui gagnerait, et si c'est toujours égalité, eh bien, les joueurs se partageraient la victoire. Et voilà, on a vu ainsi toutes les règles pour Revive. Comme vous le voyez, ce n'est pas un jeu très compliqué en soi. Les actions sont assez simples, sont bien expliquées ici. On va faire des développements, on va placer des cartes. Il n'y a rien de compliqué dans tout ceci. C'est évidemment toute la mise en place, toute la manière de faire qui va faire que ça va être très intéressant en fait à vous développer, à essayer d'aller le premier chercher une zone, à aller retourner et directement construire derrière et donc avoir des ressources et des phases de préparation en fait par rapport à tout ceci. Le fait d'aller ou pas activer ceci pour retirer une carte chez l'adversaire pour la mettre dans sa défausse, qui va lui libérer un slot mais vous permettre d'avoir des ressources que vous n'avez peut-être pas autrement. Donc tout ça c'est une série de choix. Les artefacts, il y en a 3 par joueur pour aller les récupérer. Il faudra quand même globalement aller très vite pour aller les chercher parce que le jeu se termine au final de manière assez abrupte. Tout le monde peut globalement aller chercher l'artefact qu'on va avoir avec l'avancée ici. Il est assez simple à faire. On pourrait éventuellement relativement facilement aller dans une voie pour aller récupérer encore un artefact et un bonus qui se trouverait ici tout au-dessus. C'est assez faisable rapidement dans le jeu et faire des points de victoire pour aller chercher ici. Si tout le monde fait ces 3 choses-là, ben le jeu il est terminé et on va passer à autre chose. Donc
globalement, on devrait chacun avoir 3 artefacts, sauf qu'on va viser des couleurs peut-être les mêmes que quelqu'un d'autre. Et donc, dans un type de couleur, ça va aller peut-être très vite pour en sortir, et un autre joueur pour avoir tous les artefacts d'une certaine couleur, par exemple, et donc maximiser une zone de profit qu'il était déjà en train de faire beaucoup de choses dessus. Donc ça va être un petit peu pour chacun, voir ce que je vais faire, pas faire, absolument essayer d'aller libérer une zone de fin et d'aller placer un bonhomme pour avoir les points de victoire associés, parce que c'était ce que je visais. Si je vais viser beaucoup de construction en jaune pour avancer vite en jaune, je voudrais absolument avoir ce bonus-ci pour avoir le point de victoire associé. Alors, ceci est mis de manière aléatoire, il y en a plusieurs et chaque côté a des versions différentes, donc je peux avoir des points de victoire complètement différents d'une manière ou d'une autre. Pour le jeu, évidemment, toute la mise en place externe est tout à fait aléatoire. Les tuiles centrales aussi sont aléatoires, mais c'est toujours les mêmes qu'on va retrouver à des autres emplacements, donc ça c'est un petit peu tout le temps la même chose à ce niveau-là, donc il n'y aura jamais qu'un seul lac au départ et 2 villes de disponibles. Ça c'est super bien. Les personnages au niveau des clans, eux, sont parfois un petit peu disproportionnés selon certains, comme ceci, qui va permettre de payer tout le temps en livres, et encore de l'autre côté, il y a encore d'autres pouvoirs qui vont me permettre peut-être d'avoir trop de facilité, pour peu que j'ai tout le temps des livres à disposition. Ce qu'il y a, c'est que si ici, dans mes achats de cartes, je n'ai jamais de livres qui sont possibles pour augmenter mes ressources, ça va être difficile. Si les autres joueurs qui savent que vous avez des bonus avec 2 livres, vous laissent des bonus comme ceci qui donnent des livres à disposition, c'est un petit peu leur faute aussi. Donc il va falloir vraiment apprendre à jouer sur les forces et du coup sur les faiblesses des autres joueurs, éviter de maximiser leurs forces et essayer de taper un petit peu dans leurs faiblesses si jamais c'est possible. Mais donc chacun a des possibilités de développement différentes qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de rejouabilité, mais une fin très abrupte, parce que d'un coup, en un tour, on peut voir peut-être qu'il y a peut-être 4 artefacts qui étaient disponibles, et puis d'un coup, pouf, les 4 partent directement en 2 ou 3 joueurs, et vous retrouvez à faire votre dernier coup, c'était peut-être pas prévu, et si vous aviez prévu de vous reposer, c'est vraiment très mal parti, parce qu'effectivement, c'est un coup d'attente, somme toute, il ne se passe rien dans un repos, vous ne gagnerez rien comme point de victoire, vous ne saurez pas vous redévelopper quelque part en faisant un coup d'attente. Voilà, donc un jeu très agréable, très accessible, mais un jeu de combo de cartes. Si vous n'avez pas les combos de cartes, ça va être plus difficile pour vous. Pour les autres, je pense que ce sera beaucoup de joie. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!